Bonjour, je m'appelle Alexis, bienvenue au Web Magazine, ici et pas ailleurs. Pour ce 4e numéro, on va commencer avec Adrien, qui va nous parler des personnes en situation de handicap. Il existe 3 types de handicap. Pour les personnes qui ont difficulté pour se déplacer, nous parlons de handicap moteur. Pour les personnes qui ont des difficultés à comprendre, nous parlons de handicap mental. Il y a aussi un handicap sensoriel, lié à l'utilisation d'un sens. Nous parlons de personnes qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Pour les personnes qui ont un enfant handicapé, les démarches sont compliquées. C'est très important pour les enfants de ne pas rester à la maison. Pour lui, c'est très bien de s'intégrer à la société. Pour les personnes qui ont un enfant handicapé, la première chose à faire est d'aller à la MDPH. C'est un endroit pour accueillir, informer, orienter les personnes handicapées. Bon, bonjour. Bonjour. Quelles sont les démarches pour un enfant handicapé? Ah, grande question. Alors déjà, il faut être sûr que l'enfant est handicapé, déjà. Donc un parent qui pense que son enfant a un handicap, hein, ou si on lui a dit que son enfant avait un handicap, il peut venir à la MDPH, puisqu'on a un accueil, on peut écouter le parent, et à ce moment-là, on va lui donner des conseils pour la démarche à suivre, pour qu'il recueille tous les documents en fait, nécessaires au dossier de la MDPH pour que ça soit évalué par l'équipe de la MDPH. Voilà. Le parent, quand il a constitué ce dossier-là, va venir ici à la MDPH, va soumettre les documents à l'accueil, au personnel de l'accueil, qui va vérifier que tout est bien. À la MDPH, tout va bien. On leur envoie ou on leur donne un accusé de réception. Le dossier est bien arrivé le 18 décembre. Ce dossier arrivé le 18 décembre, il a 4 mois pour être traité. L'enfant, quand il va être évalué, il va être évalué en équipe pluridisciplinaire d'évaluation, ce qu'on appelle EPE. Voilà. Et donc là, moi, je participe. Ce sont les personnes de la MDPH, donc le médecin, pour la partie enfant. Hein. Moi, je parle du pôle enfant, donc 0-20 ans. Donc, il y a le médecin de la MDPH, il y a la psychologue de la MDPH, nous avons l'ergothérapeute aussi, l'assistante sociale à cette réunion qui se tient une fois par semaine de 9h à midi. Voilà. Donc ça, c'est évalué en équipe pluridisciplinaire qui fait des propositions, d'accord, qui ne décide pas, qui fait des propositions. Ces propositions qui ont été faites, d'accord, vont être soumises à la CDAPH, c'est-à-dire à la commission dont vous parliez tout à l'heure. C'est quoi la commission? La commission CDAPH, c'est une commission départementale qui se tient une fois par mois dans les locaux de la MDPH et qui va réunir beaucoup de personnes. Je vais peut-être en oublier, mais il y aura l'inspecteur, il y aura la CAF, il y aura un représentant du conseil général, un représentant d'associations de parents, enfin il y a beaucoup de monde. Cette commission-là, elle valide les propositions qui ont été faites avant. Pour la scolarité d'un enfant handicapé, comment ça se passe? Où l'école propose des choses au titre de l'école, ce n'est pas la peine d'aller faire un dossier à la MDPH. Hein. Donc, on peut mettre en place des compensations. Si ces compensations sont insuffisantes, à ce moment-là, ils vont proposer à la famille de constituer un dossier et ils vont aider la famille en principe. Hein, la famille est aidée et constitue le dossier à la MDPH pour une reconnaissance de handicap ou de situation de handicap. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Les parents, n'hésitez pas à aller à la MDPH. Merci Adrien pour votre sujet. Et maintenant, parlons un peu de sport. Raphaël a rencontré Nanou, boxeur dominicain radiqué en Guyane. Voici son portrait. Bonjour, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un boxeur
d'origine dominicaine. Pour moi, c'est un exemple pour la nouvelle génération. Venez avec moi, nous allons les rencontrer. Bonsoir Nano. Bonsoir. En quelle catégorie boxes-tu? Je boxe en poids léger, c'est-à-dire à 61,235 kg. Combien de fois par semaine tu t'entraînes? Je m'entraîne du lundi au vendredi et quand il y a des compétitions, samedi et dimanche aussi. Donc toute la semaine, quand il y a des compétitions. Sinon, c'est du lundi au vendredi. Est-ce que tu manges normalement? Quand on est en compétition, non. Par rapport au régime, on est obligé de réduire sur la nourriture. Mais quand on n'est pas en régime, je profite. Comment tu te prépares mentalement? Pour me préparer mentalement, j'essaie de tout de nos entraînements. Donc je me donne à fond. Comme ça, mentalement, je sais que je suis physiquement prêt et techniquement prêt pour pouvoir être présent au combat. Donc j'essaie de tout de nos entraînements, être rigoureux du début jusqu'à la fin pour que mon mental puisse être à 100%. Jusqu'avant le combat, comment c'est dans ta tête? Dans ma tête, si je sais que je me suis bien entraîné, ça dépend. Parce que si on sait qu'on s'est bien entraîné, surtout moi quand je m'entraîne et que je vais tout donner dans ma tête avant le combat, je suis bien. Après, si je sais que j'ai triché aux entraînements et que j'ai manqué de rigueur, j'ai un peu de doute. Mais normalement, chaque fois que je monte sur le ring, depuis que je suis passé professionnel, chaque fois que je monte sur le ring, je suis tout le temps prêt dans ma tête et à 100% parce que je donne tout aux entraînements. Quel est ton objectif de carrière? Mon objectif, actuellement, vu que je suis vainqueur déjà de la Coupe de France 2015, mon objectif c'est être champion du monde. Donc, très bientôt dans les 10 premiers mondiaux pour pouvoir avoir une chance mondiale. Et si jamais j'arrive à avoir la nationalité française, être champion de France de l'année prochaine. C'est ça mon objectif. Si jamais j'ai la nationalité française l'année prochaine, c'est viser les championnats de France. Mais mon objectif principal, c'est d'être champion du monde. Merci beaucoup. Merci à vous et j'espère qu'on se reverra un autre jour ou la prochaine fois. Vous voyez toute la discipline sportive. Faire sport permet d'occuper son esprit, d'être dynamique. Donc, c'est positif pour le mental et le physique. Oups. Et merci Rafa, merci Nanou. Et maintenant, on donne la parole à Georges. Salut Georges, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Aujourd'hui, Georges est heureux. Il commence son nouveau travail. Bon, il est un peu gêné car il ne sait pas bien lire et écrire. Mais il n'est pas le seul. Dans le monde, il y a 775 millions de personnes analphabètes. Elles ne savent pas lire et écrire. La plupart ne sont pas allées à l'école. Mais il y a aussi des personnes qui ont été à l'école, mais qui ont de grandes difficultés de lecture. On dit qu'elles sont en situation d'illettrisme. En France, 7,5% de la population est en situation d'illettrisme. Georges n'est pas une exception. Dans sa vie quotidienne, il est toujours un peu embêté pour lire les documents de travail, pour regarder les films sous-titrés. En Guyane, 39% de la population adulte est dans son cas. Avoir un nouveau job a donné envie à Georges de recommencer à apprendre. Il s'est donc inscrit en formation. Maintenant, Georges pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour apprendre à lire et à écrire. Et justement, de retour à l'école, la 4e cinéma collège Justin Cataillé nous parle de l'uniforme et des métiers de surveillants. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici au collège Justin Cataillé pour vous présenter un reportage sur l'uniforme du collège. C'est parti. Bonjour madame, veuillez vous présenter. Je suis Evelyne Dagou, coordonnatrice du REP+, du collège Cataillé. Pourquoi les tenues vestimentaires doivent être respectées? Alors pour ma part, pour 2 raisons. La première, c'est que cela est inscrit dans le règlement intérieur de l'établissement. Et puis la seconde raison, ça permet d'éviter que certains élèves viennent au collège avec des tenues inadéquates. Voilà. Que faites-vous si les élèves n'ont pas leur tenue?
Dans un premier temps, il sera averti. Dans un second temps, nous préviendrons les parents. Et puis, dans un troisième temps, il est renvoyé chez lui pour se rhabiller. Bonjour monsieur, veuillez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je me présente. Je m'appelle Letroy Griffith, actuellement surveillant de Justin Cataillé. Et mon rôle, c'est de surveiller les élèves pour respecter les règlements intérieurs. Bonjour madame, veuillez vous présenter? Donc je suis madame Saïd et je suis la professeure d'éducation musicale du collège Cataillé. Rencontrez-vous des élèves qui protestent pour la tenue? Oui. Souvent, j'en trouve beaucoup, mais ils arrivent à le faire, quoi. Je les montre qu'ici, ils sont ici pour respecter les règlements intérieurs. Donnez-nous votre avis à propos de la tenue. Alors moi je trouve que c'est très bien, c'est la première fois que je travaille dans un collège où il y a un uniforme, où il y a une tenue. J'avais pas connu ça avant et je trouve ça très bien au niveau de l'égalité de tous les élèves. En plus c'est une couleur que j'adore, donc j'ai un plaisir à voir des élèves en mauve toute la journée. Que trouvez-vous de la tenue vestimentaire du collège? Je la trouve un peu bizarre quand même, du violet et du bleu, voilà quoi. Bonjour, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Dani, j'ai 13 ans, je suis en 4e balata, je suis dans le collège Justin Cataillé. Bonjour madame, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc je suis l'infirmière du collège Cataillé, donc je vais sur ma 3e année. Et pourrais-tu me dire ce que tu aimes dans la tenue du collège? Là, j'aime bien la couleur. J'aime pas qu'on doit mettre nos t-shirts dans le pantalon et j'aimerais avoir d'autres couleurs pour les pantalons. Et si tu devrais changer une couleur de la tenue, qu'est-ce que tu aurais choisi? Le violet ne me dérange pas, mais le pantalon, ça serait mieux de mettre du noir aussi, un peu de noir. J'envisagerais avec l'équipe éducative de mettre une couleur en fait plus gaie, plus lumineuse. Et comme la couleur orange, le t-shirt orange, puisque la signification thérapeutique signifie joie, gaieté, partage et humour. Merci de nous avoir donné votre avis. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Châtenay Christophe, j'ai 22 ans. Et je suis surveillant à Justin Cataillé. Bonjour monsieur Bonneau. Bonjour Audrey. Quelle est la journée type d'un surveillant? Un surveillant travaille pas toute la journée. Il fait la plupart du temps des demi-journées avec une journée pleine dans la semaine. On fait 24 heures par semaine. Quels sont les différents postes des surveillants? Alors, ils sont sur plusieurs tâches et donc sur plusieurs postes. Déjà, le premier, c'est le portail, puisque la fonction d'accueil est très importante pour la vie scolaire. Le deuxième poste qui est important, c'est la salle d'études. Donc, dans la salle d'études, c'est un poste qui nécessite beaucoup de patience, parce que c'est des moments où les élèves sont plus en cours et ont beaucoup de mal à se dire qu'ils vont travailler parce qu'ils n'ont pas cours. Un autre poste qui est très important, c'est les postes bâtiments. Les postes bâtiments, ils servent à la surveillance générale dans les bâtiments. Si jamais il y a un souci dans une salle, si jamais il y a un danger dans une salle. À chaque heure, un surveillant passe récupérer les bulletins d'absence. Le dernier poste qui pour les surveillants est important, c'est le poste de la vie scolaire. C'est le poste où on centralise toutes les informations et notamment les absences des élèves. Où tous les petits billets sont ramenés par les professeurs et compilés, traités, de manière à nous permettre d'appeler les parents le plus vite possible quand l'élève est absent, parce que c'est la loi, on doit appeler les parents quand l'élève est absent. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, en ce moment précis? Là, je suis en train d'enregistrer les bulletins d'absence et de retard. Ensuite, je vais appeler les parents pour signaler à l'enfant qu'ils étaient absents aujourd'hui. Quelque chose qui est très important, c'est le poste de la récréation, qui est un moment assez tendu, très bruyant, et qui est sujet à, j'allais dire tous les dangers, j'exagère un petit peu, mais au moins un moment où on s'expose à des dangers pour les élèves, et notamment les petites bagarres, les insultes, les petits jeux qui dégénèrent. Donc c'est très important à ce moment-là que nos surveillants occupent le terrain. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Moi je dirais ce qui me plaît, c'est plus le relationnel avec les enfants. Et aussi, et c'est une partie importante de leur métier, ils sont garants de la sécurité des élèves et du règlement intérieur. C'est-à-dire qu'ils doivent faire appliquer le règlement intérieur, c'est leur boulot, et mettre les élèves en sécurité en toute occasion. Quelles sont les compétences pour être un bon surveillant?
Les compétences, je pense qu'il faudrait être patient avec les enfants, savoir les écouter, pouvoir discuter avec eux, les comprendre. Quelles sont les choses les plus difficiles dans ces métiers? Se faire respecter, c'est difficile. Avec les jeunes, ils en font qu'à leur tête, donc oui, c'est un peu difficile. Merci de nous avoir suivis. Regarde comme la Guyane est belle. On est ici et pas ailleurs. À la prochaine. Salut!